Bien, merci bien. Donc, à l'Agence de l'eau Seine-Normandie, donc j'ai un petit rappel pour certains, c'est que c'est un établissement public donc, de l'État qui couvre le bassin de la Seine, comme son nom l'indique, et les côtiers normands. Hein, le territoire national a été découpé en bassins hydrographiques, les grands bassins hydrographiques qui ont été donc structurés autour de comités de bassin qui sont l'ensemble des acteurs du territoire et qui ont pour mission de bâtir une stratégie à l'échelle de leur bassin hydrographique et surtout de mettre en place les moyens financiers, techniques et financiers pour mener à bien tout ce qui va protéger la ressource en eau prioritairement et les milieux aquatiques sur ces territoires. Et c'est la loi de 64 qui avait, je dirais, instauré ce système-là et qui a l'originalité d'avoir donc déjà un financement propre à travers, je dirais, des prélèvements directement sur les factures d'eau et donc qui ne marchent pas directement dans le budget de l'État. Donc ça, c'est une première particularité. La deuxième, c'est la gouvernance qui est bâtie sur ces comités de bassin où il y a une répartition entre les élus du territoire qui ont je dirais, 50% des sièges et l'ensemble des usagers dans lesquels on retrouve les industriels, les agriculteurs, les associations, et l'État qui n'est pas majoritaire dans ce dispositif. C'est-à-dire que c'est quand même la particularité aussi de ces établissements où il y a un conseil d'administration, où l'État, bien que ce soit l'établissement public de l'État, qui ne soit pas majoritaire. D'où c'est une gouvernance vraiment territoriale. C'était très innovant en 64, maintenant que c'est quelque chose qui devient de plus en plus, je dirais, courant, mais qui explique, je dirais, l'évolution et surtout la façon dont les choses ont été établies petit à petit. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on va parler de biodiversité. Les agences de l'eau ont été clairement identifiées en 2016 sur la loi sur la biodiversité, mais c'est un long parcours parce qu'en 64, lorsque les agences ont été créées sous l'impulsion des industriels, notamment, qui avaient du mal à avoir une eau de suffisamment bonne qualité pour faire de la production aussi bien en agro, tout ce qui est, je dirais, les produits agronomiques, mais aussi même les produits manufacturés comme l'automobile. Et il y a eu, je dirais, un besoin de retrouver une qualité d'eau dans nos rivières pour, je dirais, la production d'eau potable, ça c'était évident, mais aussi pour la production industrielle. D'où cette association d'ensemble d'acteurs pour gérer collectivement ces dispositifs. Alors, prends l'autre, je vais te remettre une nouvelle qui fonctionnera mieux, celle-ci. D'accord. Hop, je change. Et donc, ces établissements publics ont donc, je dirais, ont l'historique de bâtir des plans sur 6 ans et qui, je dirais, a été repris dans le dispositif de la directive cadre européenne sur l'eau de 2000. Pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité de l'eau, cette particularité du système à la française, comme on dit, de cette gestion de bassin hydrographique avec une gouvernance et des moyens qui sont appliqués, a été repris dans la directive cadre européenne sur l'eau, où on a créé donc le travail par bassin versant, des objectifs de résultats qu'on avait plutôt en objectifs de moyens dans le système à la française, et qui gère aujourd'hui le dispositif qui oriente les politiques de l'eau au niveau des échelles des bassins hydrographiques, et donc qui sont traduits par le document que sont les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux à l'échelle des bassins versants, et les programmes des agences de l'eau qui sont, je dirais, accolés à ces schémas directeurs et qui déterminent où et comment on doit mettre en place le financement des opérations sur ces bassins versants pour atteindre les objectifs du bon état écologique des cours d'eau et des eaux souterraines en vue de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, aussi bien sur la partie continentale que la partie littorale. Et le complément qui est apparu, je dirais, en 2008, c'était la nécessité de mettre en place une stratégie d'adaptation au changement climatique. Suite aux travaux du GIEC et de l'appropriation au niveau, je dirais, des territoires, il est apparu nécessaire d'adapter ces stratégies, je dirais, classiques de gestion des milieux aquatiques à cette évolution et cette adaptation qui est nécessaire, car on sait, sur le bassin Seine-Normandie, ça a été démontré sur les projections et les différents scénarios qui ont été étudiés, qu'il va y avoir des modifications de quantité d'eau et de la façon dont ça va être géré dans le temps et dans l'espace,
à savoir qu'on va avoir des périodes de sécheresse certainement beaucoup plus importantes et des périodes de crue aussi beaucoup plus importantes. C'est-à-dire des phénomènes extrêmes vont se produire. À ce titre-là, l'adaptation du programme et du schéma directeur d'aménagement des eaux a pris en compte cette adaptation au changement climatique. Et à travers cela, bien évidemment, l'objectif étant de mettre la biodiversité au cœur de ce dispositif, sachant que pour retracer la vie, des agences de l'eau, elles ont été d'abord pour financer des stations d'épuration, avant même des tuyaux de réseau d'assainissement pour conduire aux stations d'épuration, de créer aussi des usines d'eau potable pour assurer la distribution d'eau potable à partir d'une ressource qui n'était pas de bonne qualité. Et là, l'objectif, c'est de retrouver de la ressource de bonne qualité et diminuer les coûts, de production d'eau potable. Et c'est bien le sens de la directive cadre européenne sur l'eau. Et c'est dans cette orientation-là que progressivement, les agences de l'eau qui ont travaillé en urgence sur ce qu'on appelle le petit cycle, le cycle le cycle urbain, le cycle rural, de l'approvisionnement en eau, la protection à travers des stations d'épuration, de s'intéresser de plus en plus vers le grand cycle pour travailler en amont sur la protection de la ressource elle-même de plus en plus et des milieux aquatiques pour la biodiversité. C'est ainsi que aujourd'hui, quand on parle de protection de financement pour la biodiversité, à l'Agence de l'eau, il y a deux façons de voir les choses. Il y a le financement direct, et c'est ce que je vous expliquais, c'est l'évolution qui a été mise en place, c'est-à-dire que auparavant, les premiers programmes de l'Agence de l'eau, il n'y avait pas de financement sur tout ce qui était protection des milieux. C'est apparu uniquement dans les années 70, fin 70, début 80. Là, il y avait la possibilité, de financer jusqu'à 2% du budget des agences de l'eau au titre de la protection des milieux aquatiques. Et progressivement, ce qui est apparu, c'est que l'ensemble a été fondu dans le dispositif, car bien évidemment, c'est l'importance de la reconquête des milieux aquatiques et la protection des eaux souterraines induisait directement les investissements qu'il fallait ne pas faire pour, avoir de l'eau potable ou recréer des espaces naturels pour les milieux aquatiques. D'où l'intérêt de financer de plus en plus sur cette partie-là, jusqu'à la loi de 2016, où les agences de l'eau participent aujourd'hui. On leur a demandé même d'élargir leur champ de compétences au-delà des milieux purement aquatiques et de l'eau, à travers le financement de l'Office pour la biodiversité, que les agences de l'eau financent, et également l'ensemble des projets qui peuvent concourir de près ou de loin. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces usagers, notamment la part usagée industrielle, comme les collectivités, regardent le sous-dépensé, bien évidemment. Et le sous-dépensé pour faire de la protection des milieux aquatiques, est vu plus difficilement par les administrateurs que pour faire de la protection de la ressource en eau. Donc il y a toujours des débats en interne du comité de bassin, et donc on va progressivement, financer des opérations qui s'éloignent de l'eau, à travers la gestion commune de la biodiversité, mais on y va progressivement, on y arrive. Je vous assure que les services en interne sont totalement convaincus, mais il y a forcément une gouvernance qu'il faut accompagner. Donc tout ça pour dire qu'en direct, aujourd'hui, dans les programmes de l'Agence de l'eau, il y a le financement direct des acquisitions foncières et tout ce qui permet d'avoir des espaces et reconquérir des espaces. Quand j'entendais parler d'acquisition foncière, mais des espaces, aujourd'hui encore destinés à restaurer les espaces naturels de divagation des rivières, plutôt sur les lits majeurs, des espaces aussi sur reconquérir des zones humides, notamment sur les têtes de bassin, pour redonner, la capacité à nos milieux à s'adapter justement aux variations climatiques. Donc c'est là où, on va consacrer nos efforts pour le financement des espaces. La restauration de la continuité écologique, c'est quelque chose qui apparaît à travers la trame verte et bleue. C'est bien ce qui avait été identifié dans les analyses de la directive cadre européenne sur l'eau, où à l'échelle européenne, ce qui avait été démontré, c'est qu'il y avait beaucoup d'investissements qui avaient été faits, notamment pour travailler sur tout ce qui était la dépollution, la physico-chimie. Et le constat c'est que la qualité de l'eau s'améliorait, mais la vie dans les écosystèmes ne s'améliorait pas. Donc c'est là où l'analyse plus poussée a montré qu'il fallait reconquérir aussi ces espaces au niveau des écosystèmes, recréer ces
continuité latérale, donc avec les zones humides qui permettent notamment à certaines espèces de se reproduire et de vivre, mais également sur la continuité où, je dirais, la gestion des ouvrages qui étaient par le passé sur les petites rivières organisés à travers les moulins qui étaient, je dirais, gérés, où chacun avait son droit d'eau, et le droit d'eau était très respecté parce que ça générait de la quantité d'énergie pour produire, et donc il y avait un respect d'ouverture de vannes et de gestion de ces ouvrages qui, je dirais, ont disparu au fil du temps du fait de la disparition de l'intérêt de l'utilisation de ces ouvrages. Et on a constaté qu'on se retrouvait avec des ouvrages qui étaient fermés en permanence, par exemple, sur certains cours d'eau, et qui généraient donc des problèmes d'évolution de la qualité de l'eau à travers l'augmentation, par exemple, de température à partir du moment où on a une eau stagnante, et donc la perte de qualité des espèces qu'il pouvait y avoir dans ces espaces. Donc en fait, on essaye aujourd'hui de retrouver un fonctionnement pas, je dirais, paléontologique, mais bien de la période anthropique où les choses étaient gérées du fait de la nécessité de les gérer ensemble. Et c'est un peu, je dirais, aujourd'hui ce qui est au débat entre, je dirais, des gens qui considèrent qu'il y a la Toda tel qu'on peut être qualifié, de ceux qui veulent tout effacer, tout reconstruire, je dirais, à l'époque où il n'y avait pas les hommes. C'est pas tout à fait ça qui est recherché. C'est au contraire d'accompagner l'évolution de la reconquête des milieux aquatiques dans la logique de faire quelque chose qui soit en équilibre et en écosystème qui fonctionne. Et c'est ça qui est recherché le plus souvent. Alors, ce qui est aujourd'hui, je dirais, difficile, il faut accompagner toutes les politiques. Les politiques énergétiques, effectivement, préconisent la réutilisation notamment d'énergie renouvelable. L'énergie hydraulique est une énergie renouvelable à partir du moment, effectivement, où elle devient intéressante, entre guillemets, au titre du rendement et de la production. Et c'est vrai que sur le bassin Seine-Normandie, on n'a pas les Alpes, on n'a pas les Pyrénées, donc c'est pas là qu'on va faire beaucoup d'énergie avec nos rivières. Et donc c'est un peu autour de ces débats-là qu'on peut avoir aujourd'hui, car on est en train de travailler sur le nouveau schéma directeur, sur lequel donc sera indiqué des objectifs de résultats sur nos cours d'eau, et notamment sur cette thématique-là. Et là, en ce moment, il y a des grands débats qui sont, je dirais, il y a un peu un jeu de positionnement qui est en cours, mais on essaye d'apaiser tout cela, parce que, je dirais, il y a quand même, quelque part, il y a du bon sens à avoir, et c'est ce qu'on essaye de mener à travers la restauration continuité écologique avec les services de l'État. Et donc tous ces aspects-là sont directement financés, tous ces méthodes, dans le programme de l'Agence de l'eau, on va le voir derrière. Et ce qu'on note aussi indirectement pour la biodiversité, c'est tout ce qui peut être en cours, notamment sur la protection de la ressource en eau souterraine. On a eu des exemples tout à l'heure avec Haute-Paris sur, je dirais, le travail avec les agriculteurs pour utiliser des pratiques agricoles avec moins d'intrants, diminuer la quantité de traitement, qui permet donc derrière d'avoir des eaux, une ressource de meilleure qualité. Et parallèlement, on retrouve de la biodiversité sur ces espaces-là, en recréant des haies, en recréant des espaces. Et donc, je dirais, c'est du gagnant-gagnant dans le dispositif. C'est pour ça qu'on l'appelle indirectement, mais c'est bien ce financement-là auquel on participe avec la région et les fonds FEADER sur ces objectifs de changement de pratiques agricoles et la restauration des haies. Et sur la partie urbaine, ces notions de désimperméabilisation, on va voir ça en détail aussi, c'est retrouver de la pleine terre dans le plus possible. C'est l'objectif, c'est de faire en sorte que l'eau puisse retrouver sa direction naturelle, c'est-à-dire de pouvoir s'infiltrer, pas de se retrouver dans un tuyau et débouler de façon concentrée à certains endroits, mais de bien avoir, je dirais, une répartition. Et là aussi, du gagnant-gagnant à travers ce dont on parlait tout à l'heure, sur cette notion de permettre à la ville de respirer et de descendre en température en renaturant ces espaces. Alors, quelques exemples de types de financement, c'est la restauration des milieux naturels, les acquisitions. Je dirais, là, il y a le taux maximum, c'est ce qui a été décidé par le comité de bassin, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, avec, entre guillemets, pas de limite de financement, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de projet qui mettent en péril je dirais, les ressources financières de l'Agence de l'eau dans ce domaine-là, qui sont de l'ordre de 700 millions d'euros par an. Et donc, par rapport à ça, je dirais, entre guillemets, on manque de projets encore, et de porteurs de projets. Et donc,
On est plutôt dans la logique d'essayer d'avoir des projets et de les subventionner. Le changement du 11e programme, par contre, ça a été sur la partie fonctionnement. Et on en parlait, ma collègue de la Rangijon en parlait, c'est que les politiques publiques sont très orientées investissement et de plus en plus orientées en investissement. On était encore un établissement public qui pouvait faire du financement de fonctionnement sur du pluriannuel à travers de ce qu'on appelait les financements d'animation. Je dirais, nous-mêmes, on a été impactés par cette notion de dire les financements publics, notamment des agences de l'eau, doivent être orientés sur les investissements. Le fonctionnement, je dirais, et doit être maintenant pris à travers le relais, notamment d'une taxe sur la gestion des milieux aquatiques et des préservations des inondations. Vous avez entendu parler de la GEMAPI, qui est censée organiser les collectivités, c'est pas censé, qui organise les collectivités au titre de la gestion des milieux aquatiques et de la préservation des inondations. Mais on sait très bien que dans notre beau pays, on prend des décisions, puis après, pour les mettre en œuvre, c'est une autre paire de manches, et qu'on met un certain temps à le mettre en œuvre. Donc là, les comités, parce que ce qui avait été demandé donc, au niveau gouvernemental, c'était de dire, bon, les agences de l'eau, stop, il y a GEMAPI, plus besoin d'aider au fonctionnement des collectivités, notamment des syndicats de rivières et autres, pour entretenir les milieux. Maintenant, ils se débrouillent, entre guillemets, c'est un peu ça. Hein. C'est comme la M49 qui avait créé le système d'amortissement différencié sur les investissements, tout ce qui était assainissement et eau potable, et du jour au lendemain, ça aurait pu se passer comme ça aussi. Mais là, le législateur a bien vu que ça n'allait pas être si simple que ça et qu'il fallait maintenir une solidarité de bassin pour continuer à financer des projets qui étaient nécessaires. C'est un peu ce qui est en train de se passer aussi sur la taxe GEMAPI, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les comités de bassin en montant au créneau, on dit attendez, on ne va pas d'un programme de passer, on finançait 40% d'entretien à zéro. Les collectivités ne sont pas déjà organisées parce que les choses étaient en train de se mettre en place. Hein. C'était 2018 quand même la création des structures intercommunales pour gérer les milieux aquatiques et la préservation des inondations. Donc il y a quand même un certain temps avant de mettre les choses en place. Et donc l'argument, ça a été de dire, bon, le 11e programme va être un programme de transition sur 6 ans où on va diminuer la capacité de financement de ces entretiens pour que, je dirais, le relais soit pris progressivement. Donc là, c'est avec nos partenaires départements essentiellement que les choses se sont arrangées, parce que, je dirais, les départements finançaient ces aspects-là, donc ils ont été obligés de, quelque part, compenser au début. Donc c'est cette partie-là que, je dirais, le programme de l'agence est en train de diminuer. Donc là, sur les parties urbaines, oui, un autre focus. Donc là, c'était le focus, je dirais, sur l'ensemble du territoire. Sur les parties urbaines, là aussi, c'est l'héritage c'est pour ça que j'ai voulu commencer par là, du fonctionnement des agences de l'eau. C'est la justification de nos financements sur tout ce qui est la diminution du temps de pluie. C'est toujours au titre de la protection de la ressource et des milieux aquatiques, c'est-à-dire que à partir du moment où on va avoir une gestion de l'eau et de l'eau de pluie notamment répartie sur je dirais un sol et non concentrée, on va diminuer les risques d'à-coups au niveau des milieux aquatiques, au niveau donc de la qualité de l'eau qui en découle. Donc c'est dans cette logique-là que le programme est bâti sur la gestion des milieux aquatiques et la préservation donc des milieux. Donc c'est réduire les polluants qui vont être déversés. Donc on a, je dirais, indirectement aussi tout le programme sur les branchements, les mauvais branchements particuliers quand on a un réseau séparatif, pour les collectivités qui connaissent, gèrent donc un réseau où il y a les eaux usées, un réseau où il y a des eaux pluviales, de faire en sorte que c'est bien les eaux usées qui véhiculent les eaux usées et les eaux pluviales qui véhiculent les eaux pluviales, ce qui n'est pas toujours le cas, qui est rarement le cas, même j'aurais tendance à dire. Et donc là, il y a un travail, et là on accompagne les collectivités au titre de l'assainissement. Mais sur la partie pluviale, là, c'est la gestion de pluie, notamment sur les projets urbanistiques. Alors, le programme précédent, par exemple, il était consacré à tout ce qui était les zones à urbaniser et pas les zones déjà urbanisées. Non, excusez-moi, je m'en mets les pédales, c'est l'inverse. C'était donc sur les zones déjà urbanisées entre guillemets, on regagnait de l'espace et pas celles à urbaniser. Le nouveau programme a inclus les zones urbanisées, mais sous certaines conditions. Alors, des conditions de réalisation, effectivement,
Et c'est là où la discussion autour des friches, je dirais, a lieu au titre de l'Agence de l'eau. Mais c'est vrai que le problème des friches, c'est qu'en général, ce sont des friches entre guillemets d'attente, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des projets, il y a certainement des projets qui vont apparaître au titre du développement de la collectivité pour compléter les zones à urbaniser, et c'est pour ça que c'est pas du pérenne. Et la logique des financements de l'Agence de l'eau au titre de la désimperméabilisation, c'est de dire on part sur quelque chose qui est imperméabilisé, on va le désimperméabiliser, mais de façon long terme, pas court terme. Donc c'est dans ces logiques-là où on aide, je dirais, au titre de notamment les parkings végétalisés, tous les espaces où on va gagner, on part d'une zone imperméable et on va revenir vers la pleine terre. C'est-à-dire, si on était en pleine terre, on n'aura pas d'aide, parce qu'on reste en pleine terre, donc ça, c'est ce qu'on devrait faire. Donc c'est dans cette même logique que, je dirais, sur les toitures végétalisées, là, c'est plutôt accompagner un retour, je dirais, à repenser différemment la gestion du pluvial, tout ça pour diminuer la quantité d'eau qui doit aller dans les tuyaux. L'objectif, ce serait le 0 tuyau d'eau pluviale, si on peut rêver. Mais bon, dans nos zones concentrées urbaines, c'est quand même difficile à imaginer, mais c'est au moins diminuer les quantités d'eau, diminuer, je dirais, les impacts de la gestion de ces eaux. Et donc, c'est dans cet objectif-là. Alors, toujours un mécanisme de financement qui est autour de prix plafond, de données techniques qui correspondent bien, la nécessité d'avoir au moins 8 cm, alors maintenant on parle de 10 cm sur la nécessité d'avoir des toits végétalisés de bonne qualité pour avoir notamment un développement de biodiversité dessus. Donc c'est des contraintes techniques qui sont dans les dossiers qui doivent être présentés, et aussi avec des assiettes de plafond sur lesquelles après on apporte donc un taux de subvention. Alors, je voulais quand même vous parler de cette animation, j'ai commencé à l'aborder tout à l'heure, c'était effectivement les aides à l'animation territoriale. Alors, le terme consolider l'efficacité de l'animation, c'est du pur langage, je dirais, voilà, pour faire bien, mais derrière ça, c'est qu'on finance moins l'animation. C'est bien ça qui est écrit derrière. Donc, on finance uniquement maintenant au projet, je dirais, comme beaucoup de financement public. L'avantage, entre guillemets, ce que l'on a maintenu, c'est la possibilité de financer sur des projets pluriannuels. C'est quand même un des intérêts des agences de l'eau. Et ça, caractérisé à travers ce qu'on appelle des contrats de territoire eau et climat, où, je dirais, sur un territoire, un bassin hydrographique, une nappe souterraine, on a un ensemble d'acteurs qui établissent un programme de 5 ans ou 6 ans d'actions à mener de façon pluriannuelle, sur lequel il sera nécessaire d'apporter des moyens aussi pour les mener, notamment identifier sur ce qu'on appelle de l'animation, mais du soutien technique particulier. Les milieux aquatiques sont identifiés comme tels, les branchements particuliers sont identifiés comme tels, et mener des programmes d'action sur la protection de la ressource, notamment vis-à-vis du milieu agricole, sont identifiés comme tels. Donc c'est les 3 types d'animation, je dirais, qu'on est susceptible de maintenir à partir du moment où il y a un contrat de territoire, une analyse qui a été faite sur un territoire, et des objectifs d'investissement sur 5-6 ans. C'est cette notion de contrat de territoire eau et climat. Après, là aussi, il y a des évolutions, c'est-à-dire que ces aides soient pluriannuelles, des objectifs de résultats, mais ça, je dirais que c'est maintenant assez courant, et je dirais un poste ne soit pas inférieur à 50% de son temps dédié à l'objectif qui était fixé, et il n'y aura que 50% qui sera retenu. Je dirais, auparavant, on pouvait avoir on finançait 10, 20, 30% d'un poste qui, à l'ensemble, faisant 100% pour une collectivité sur un sujet. Voilà, le comité de bassin a souhaité que quand on finançait quelqu'un, on savait ce qu'il faisait pendant 50% de son temps vis-à-vis des objectifs qui avaient été... Bon, une simplification administrative, c'est que maintenant, on ne demande plus des justificatifs sur la base du fonctionnement de ces postes, mais c'est un forfait de 8 000 € qui inclut donc tout ce qui doit accompagner la mise en œuvre de ce type de poste. Donc le contrat de territoire, j'ai commencé à vous en parler, c'est cette notion de territoire, d'action prioritaire, de faire en sorte que ces actions prioritaires bien concourent à la préservation de la ressource et de la biodiversité, donc notamment les enjeux prioritaires que sont le pluvial, la préservation de la ressource en eau et la gestion des milieux aquatiques. On retrouve les thèmes sur lesquels, je dirais, le 11e programme veut être le plus porteur.
Et par rapport à ça, il y a la notion aussi d'inscrire, je dirais, ces actions dans du long terme et dans cette notion d'opération sans regret, hein, au titre de l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire de trouver les meilleures solutions qui ont une vie dans le long terme, les économies d'eau, les réductions du pluvial, saisonnomie, la promotion d'une agriculture biologique pour protéger la ressource en eau. Et la mise en place de prairies, on peut toujours rêver en Île-de-France, et donc par rapport à tout ça, de faire en sorte qu'on ait, je dirais, des opérations résilientes. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a été impacté par un virus là qui a aussi impacté l'économie, je dirais, de notre pays. Et par rapport à ça, les établissements publics que sont les agences de l'eau, financeurs notamment des collectivités, ont été mobilisés pour bâtir des plans, je dirais, d'aide supplémentaires. Et là, donc, le conseil d'administration a adopté l'adaptation du 11e programme de l'agence de l'eau, hein, qui court qui court depuis 2019 jusqu'en... Je bug parce que 19, 20, 21, 22, 23, 24. 19, 24. Et par rapport à cela, donc, l'augmentation des taux d'aide, notamment sur les travaux d'assainissement assez classiques, on avait dans les zones urbaines notamment 40% de subventions et 20% d'avances. Hein. Les avances, c'était des avances à 0%. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'appeler ça des prêts parce qu'on n'est pas un organisme bancaire, mais c'est, je dirais, à près de 20% du projet sur 15 ans, 0% d'intérêt. Donc maintenant, ça a été transformé en 60% de subventions. L'augmentation du taux pour la continuité, notamment des ouvrages servant à la navigation. Alors là, c'est carrément ciblé sur un organisme qui s'appelle VNF, qui a des problèmes de financement, donc c'est l'occasion de lui redonner un coup de pouce parce qu'il a un retard non négligeable sur l'ensemble de ses ouvrages sur la continuité écologique sur les grands cours d'eau. Donc là, c'est de passer de 60% à 80%. Cela dit, entre nous soit dit, je ne sais pas si ça va suffire, parce que derrière ça, il faut quand même des équipes, il faut des gens et tout pour mener ça à bien. Et les gens, on ne va pas les multiplier par 2 ou 3, et souvent, je pense que les services de navigation de VNF sont plutôt limités en nombre d'effectifs que de moyens financiers des fois. Bon, c'est une parenthèse. L'augmentation du taux pour tout ce qui est les suppressions d'obstacles, 90%, on est à 80% aujourd'hui, 90%. Alors on vient de 100%, le programme précédent, donc je dirais, on n'y est pas encore, mais on est à 90% en attendant. L'augmentation des budgets consacrés à l'agriculture, c'est qu'effectivement, là, il y a une tension très forte, parce qu'il y a eu beaucoup je dirais, une dynamique assez forte, notamment en région Île-de-France, qui est en train de rattraper son retard vis-à-vis de notamment l'agriculture biologique. Et donc, on a quand même pas mal dépensé en début de programme. Et donc là, ce qui a été décidé, c'est d'augmenter cette enveloppe qui était prévue au titre de l'agriculture. Alors, le conditionnement de ces modifications a été de dire, oui, mais il faut des projets qui sortent rapidement. Il faut que la dynamique d'une reprise, comme le plan de relance d'ailleurs, c'est de dire, faut donner le coup de fouet rapidement, parce que c'est pas des choses qui vont, je dirais, c'est pas dans 10 ans qu'il faut mettre en place ça. C'est bien pour refaire partir le pays, et donc une limitation dans le temps des projets qui peuvent rentrer dans ce cadre exceptionnel. Alors j'ai mis 30 juillet, je suis un peu trop optimiste, aujourd'hui c'est 31 avril, parce que je dirais, c'est la discussion qu'il y a eu au conseil d'administration dernièrement. Moi j'avais gardé le projet du conseil d'administration, mais en fait ce qui a été décidé c'est le 30 avril. Donc les dépôts de dossiers c'est le 30 avril 2021. Et donc pour des projets qui ont été engagés en 2021. Je conclus donc. Un plan de reprise, donc là c'est quelque chose qui peut intéresser directement, c'est que les agences de l'eau peuvent participer aux aires éducatives pour la biodiversité dans les domaines terrestres aussi, mais où il y a un lien avec de l'eau. Donc là c'est du financement sur 3 ans de projets au titre d'une classe qui s'approprie un territoire et qui va le mener sur 3 ans. Je vous encourage d'aller voir sur Internet, c'est issu des aires éducatives marines qui ont été menées précédemment. Et là, pareil, il faut présenter les dossiers assez tôt. Et j'ai fini. Merci beaucoup.